Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont ici aujourd'hui avec nous au Cyrano et en ligne. Donc, je me présente, Nathalie de Marcilis-Varin, présidente directrice générale du Cyrano. Ravie de vous accueillir en fait pour ce séminaire dans le cadre de notre année thématique. Donc, l'année 2022-2023 est sous le signe en fait des défis des chaînes d'approvisionnement. Nous avons plusieurs événements qui sont organisés au Cyrano avec les chercheurs de nos différentes grandes thématiques. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Patrick Leblond, professeur à l'Université d'Ottawa, qui va évidemment nous présenter ses travaux autour en fait de la numérisation du commerce international. Et ça va être animé par Julien Martin, modérateur, qui est chercheur principal au Cyrano du grand thème économie mondiale et professeur à l'UQAM. Alors, je laisse la parole à Julien et merci Patrick d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nathalie pour l'introduction. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Patrick Leblond. Patrick est titulaire de la chaire CN Paul Tellier en entreprise et politique publique à l'Université d'Ottawa. Il est professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa et donc chercheur associé au thème économie mondiale. Il faut dire que tous les travaux de Patrick rentrent particulièrement dans ce thème, notamment récemment, il a travaillé sur les accords commerciaux, le futur des accords commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni et l'Europe post-Brexit. Et il y a aussi tout un pan de tes travaux qui s'intéressent à la numérisation et au commerce numérique. Et c'est quelque chose de très intéressant. Tu as étudié dans tes travaux les flux internationaux de données, la dimension du commerce numérique dans le nouvel accord qu'on a récemment signé entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Tu as écrit aussi un document qui présente la stratégie de commerce numérique pour le Canada. Et donc, tu as réussi à couvrir un large spectre de commerce, la dimension numérique du commerce international. Et aujourd'hui, on va parler de la face cachée de la numérisation du commerce international, avec une dimension qui est peu explorée, mais qu'on va le voir qui est particulièrement pertinente et intéressante, qui est toute la numérisation des chaînes logistiques. Et donc, on a le plaisir de t'entendre. Là, ça va être 30 minutes de présentation. On va garder les questions pour l'après-présentation et comme modérateur, je me donne le droit de te poser des questions pendant ces 30 minutes et les autres pourront te poser des questions. Merci Julien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation, surtout Nathalie qui m'a proposé cette idée justement dans le contexte de la thématique de cette année. Et comme justement mes travaux pour des dernières années ont beaucoup porté sur le commerce numérique et notamment sa gouvernance et les questions, par exemple, de transfert de données, etc. Je me disais, bon, comment ça s'applique aux chaînes d'approvisionnement, aux chaînes logistiques? Et donc, c'est un peu un défi que je me suis donné en discutant avec Nathalie, en disant, tiens, je pourrais approfondir et voir un peu comment la numérisation affecte ces éléments-là. Quels sont les enjeux qui sont reliés, les impacts, etc. Et bien sûr, les questions de gouvernance qui m'intéressent, surtout pour comprendre comment on fait dans un environnement tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec tous les enjeux que la numérisation apporte, question de protection des données, protection de la vie privée, cybersécurité, tout ça. Ce sont des enjeux hyper importants qui demandent certainement une collaboration entre les gouvernements et les entreprises, question de réglementation. On peut pas, encore une fois, on voit très bien que de laisser le marché opérer seul, ça peut amener à des échecs, certainement au niveau de certaines entreprises. On l'a vu récemment, on le voit en ce moment dans le contexte, par exemple, des crypto-monnaies, où le marché semble s'être complètement effondré, justement en partie à cause d'un manque de réglementation. Alors, aujourd'hui, c'est un peu une exploration, d'accord, que je veux faire avec vous sur justement la dimension de la numérisation des chaînes d'approvisionnement. Donc, parler... Voilà. Commencer un peu, quand on pense à commerce numérique ou à commerce électronique, c'est peut-être le terme avec lequel vous êtes le plus familier, on pense beaucoup à faire affaire en ligne. C'est-à-dire acheter des produits, des services, que ça soit aller sur
Amazon ou acheter un livre sur le site web de Renaud Bré ou de prendre un abonnement sur maintenant toutes les différentes plateformes de films et télévision en ligne, hein, que ce soit Netflix ou Disney+, etc. Hein, bon, encore là, dominé par les Américains. Mais c'est surtout, on pense souvent au commerce numérique en termes de consommation. Hein, parce qu'on le voit à titre individuel, hein, certainement. Sauf que hein, la numérisation du commerce se fait aussi beaucoup en amont, au niveau de justement tout ce qui est la production, les chaînes d'approvisionnement, la logistique. Bon, c'est en train de se faire, toute cette numérisation. Disons que beaucoup plus en retard qu'au niveau de la consommation. Hein? Mais néanmoins, il y a beaucoup de travaux qui sont faits justement pour profiter des nouvelles technologies et justement simplifier le commerce, simplifier la logistique du commerce international et bien sûr réduire les temps de transport, les coûts, etc. Et bien sûr, ultimement, rendre les chaînes d'approvisionnement plus efficaces et efficientes. D'accord? Donc, juste pour faciliter les choses, on a tendance à penser, quand on pense commerce numérique, on pense à ce que, en anglais, à ce qu'on appelle B2C, donc Business to Consumer. Hein? Donc, la portion produits finaux destinés aux services, destinés aux consommateurs. Mais quand on pense à ce qui est en amont, il faut penser en termes de B2B, hein? Business to business, surtout. D'accord? Et en termes d'importance, en fait, selon des données de la CNUSED, on peut voir que la taille en termes de vente électronique, selon les estimations, les données sont encore très préliminaires. Hein. Vous pouvez vous imaginer tenter de mesurer le commerce numérique, les ventes électroniques, ce n'est pas évident. Hein. Donc, la CNUSED, l'OMC, l'OCDE, le Fonds monétaire international travaillent ensemble justement pour développer toute une méthodologie de mesurer le commerce électronique. Statistique Canada aussi fait de très gros efforts de ce côté-là pour tenter de bien mesurer tout ça, parce que souvent, c'est des parties qui sont c'est-à-dire qui sont intégrées dans la mesure du commerce elle-même. Hein? C'est-à-dire que si on produit une voiture et qu'il y a une partie de la production de cette voiture qui et bon, en partie numérique parce que les commandes sont faites numériquement ou il y a des services qui sont produits de manière numérique où on utilise, dans certains cas, l'impression 3D, ben, ce n'est pas nécessairement bien mesuré. Hein? Ça va se retrouver dans la partie physique de ce qui traverse les frontières, par exemple. D'accord? Mais ce qu'on peut voir, en tout cas, selon les estimations les plus récentes, le commerce B2B représenterait 4,5 fois plus en termes de valeur au niveau mondial que le commerce entre entreprises et consommateurs. Donc, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que ça a une très grande importance. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de mieux comprendre et de voir, bien sûr, les impacts et les enjeux que ça représente. Donc, c'est un peu l'objectif de ma présentation aujourd'hui. Bon, définir le commerce numérique? Je pense que c'est important. Souvent, on a un peu, hein, qu'est-ce que c'est le commerce numérique? Donc, ça fait des années qu'il y a des gens qui travaillent à essayer de définir ce que c'est. Et bien sûr, pour pouvoir mesurer, il faut définir avant tout. Donc, bon, vous avez une définition très large par Lopez González et Joan-Jean qui dit, bon, transactions numériques liées aux échanges de biens et services dont la livraison peut être numérique ou physique et qui font intervenir des consommateurs, des entreprises, des pouvoirs publics. Bon, alors ça, c'est une définition quand même assez générale. La définition qui est peut-être plus intéressante, c'est celle de l'OCDE et en fait, de l'OMC et du Fonds monétaire international, qui, bon, parle de tout échange commercial commandé ou livré numériquement. Donc, qu'est-ce que c'est du commerce commandé numériquement? Ben, c'est quand vous allez en ligne et vous achetez un livre physique. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous avez commandé numériquement un livre, mais le produit lui-même est un produit physique. Donc, il n'est pas livré de manière numérique. Par contre, si vous achetez la version électronique du livre et que vous la téléchargez
sur votre ordinateur ou votre tablette ou quoi que ce soit, bien à ce moment-là, elle est non seulement commandée numériquement, mais elle est aussi livrée numériquement. D'accord? Donc, dans les différentes mesures, hein, les agences de statistiques, etc., ont commencé à s'entendre, dire, ben, il faut séparer ces deux choses-là. D'accord? Pour bien comprendre ce dont on parle. Et parce que sinon, si on mélange tout ça, ben, ça devient un peu plus compliqué de dire ben, de quoi on parle vraiment. D'accord? Vous allez voir aussi, petite parenthèse, dans beaucoup de cas, dans les mesures, par exemple, l'OCDE détermine que du commerce livré numériquement, en principe, ça ne s'applique qu'à des services. D'accord? Pourquoi? Parce que, bon, le PDF d'un livre, vous pouvez dire j'en suis propriétaire et je peux le transférer à quelqu'un d'autre, dans certains cas. Mais dans beaucoup de cas, les produits numériques que vous avez, que vous consommez, ne sont pas transférables. Vous n'en êtes pas vraiment propriétaire. D'accord? Donc, par exemple, si vous téléchargez un film à partir d'une plateforme comme Netflix ou une autre, vous ne pouvez pas transférer, en tout cas de manière légale, sûrement que ça peut se faire de manière illégale, mais de manière légale, vous n'avez pas le droit de transférer le fichier vidéo à quelqu'un d'autre. D'accord? Hein, donc, dans les termes de service, vous n'en êtes pas propriétaire. En fait, ce qu'on vous offre, c'est un service. D'accord? Et non pas un produit numérique. D'accord? C'est la même chose pour les logiciels. Hein, maintenant, aujourd'hui, si vous faites affaire avec Microsoft, etc., bon, on va peut-être, à travers la licence, on va peut-être vous permettre de partager cette licence avec quelques personnes ou pour un bureau, mais vous n'êtes pas propriétaire du logiciel. D'accord? Bon. Alors, donc, il y a cette... Bon, avec les chaînes de blocs, ça va peut-être changer, où là, on peut donner une propriété, hein, dans le fond, à un genre d'actif numérique. Là, à ce moment-là, ça pourrait changer, mais pour l'instant, on considère que ce qui est livré numériquement est surtout, sinon uniquement du service et non pas des produits numériques. Bon, alors, quand on parle de technologie de l'information et des communications, hein, et de la numérisation des chaînes d'approvisionnement et de la logistique, ben, j'ai fait une liste, d'accord, de différentes technologies. Hein. Donc, il y a des technologies qui sont bien établies, bien connues, hein, que ce soit l'échange des données informatisées sur Internet, hein, les EDI, Electronic Data Interchange en anglais, les logiciels de planification des ressources de l'entreprise, hein, les fameux logiciels ERP, bon, Oracle, etc. Ensuite, les étiquettes d'identification par radiofréquence, hein, les RFID. Donc, par exemple, Apple vous vend maintenant, si vous voulez, hein, des petites... vous pouvez acheter ça, c'est genre comme un porte-clés. Et vous pouvez mettre ça dans votre valise, par exemple, et vous pouvez toujours savoir où est votre valise, en fait. Très utile. Nous, on l'utilise souvent parce que quand on voyage maintenant, la tendance est qu'on perd nos valises. Et là, on peut dire, mais non, regardez, la valise, elle est là, à tel aéroport, etc. Et donc, parfois, ça peut en effet permettre de localiser des produits. Et de plus en plus, c'est utilisé justement pour faire le suivi au niveau de la logistique de produits ou de conteneurs ou de palettes, etc., à l'intérieur de camions ou autres. Les services infonuagiques, hein, le cloud, bon, maintenant, de plus en plus, tout est sur le cloud. Alors, ça, c'est une autre technologie, justement, qui vient influencer et permettre la numérisation des chaînes d'approvisionnement. Internet des objets ou Internet of Things, donc encore là, qui utilise des technologies comme RFID, les capteurs qui sont intégrés, services infonuagiques. Donc, tout ça, de plus en plus, est utilisé pour intégrer à même les produits, hein, qui sont capables de nous dire, bon, ben, par exemple, la température à l'intérieur d'un camion de transport pour certains produits congelés, par exemple, ou des vaccins, est à tel niveau. Donc, ça peut permettre justement de s'assurer que dans le contexte de transport de certains produits sensibles à la température ou à des changements de température, on peut s'assurer qu'à la fin, le produit n'est pas périmé, par exemple. On peut démontrer qu'en fait, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ce n'est pas à cause de
d'un changement de température. Donc, une entreprise pourrait être capable de démontrer que non, c'est pas à cause de nous. Regardez, on a les données qui démontrent qu'effectivement, il n'y a pas eu de problème. Ou de l'autre côté, si une entreprise de transport ne fait pas le travail, l'entreprise qui fait affaire avec cette entreprise de transport pourrait dire, écoutez, vos camions ne sont pas suffisamment réfrigérés pour notre produit. Donc, si vous ne changez pas, on va faire affaire avec quelqu'un d'autre. Ou des dédommagements, etc. D'accord? Donc, ce genre de technologie peut être très, très utile. L'intelligence artificielle pour analyser tout ça, parce que tout ce qui est là génère quantité énorme de données. Donc, les entreprises, soit les entreprises elles-mêmes de logistique, de transport, etc., ou les entreprises qui font affaire avec ces entreprises peuvent maintenant beaucoup mieux évaluer, beaucoup mieux prévoir la demande. Ensuite, évaluer, dans certains cas, les meilleures routes à utiliser, les meilleurs parcours. Pour éviter, dans certains cas, des goulots d'étranglement ou la disponibilité des conteneurs, etc., les coûts. Donc, l'intelligence artificielle, de plus en plus, avec les données, permet aux entreprises de beaucoup mieux prévoir leurs activités en termes de chaîne d'approvisionnement, en termes de logistique, ce qui, en principe, devrait réduire, par exemple, les inventaires. Donc, une meilleure gestion des inventaires. Parfait. Donc, l'intelligence artificielle permet ça. L'impression 3D, qui est une autre technologie qui a été développée, qui n'est pas nécessairement nouvelle, mais cette idée de l'impression additive qui, dans certains cas, lorsque les gens ont commencé à réaliser qu'est-ce que c'était, qu'on pouvait acheter une imprimante 3D et imprimer soi-même certains produits, c'est la fin du commerce. Les gens vont simplement acheter l'imprimante, télécharger le design et mettre ça dans l'imprimante et imprimer leur jouet ou quoi que ce soit plutôt que de l'acheter puis de le faire venir de la Chine, par exemple, etc. Jusqu'à maintenant, la réalité démontre que non. Au contraire, il y aurait un lien positif entre l'impression 3D. Donc, lorsqu'il y a une corrélation entre l'importation d'imprimantes 3D dans un pays et l'augmentation des exportations associées à de produits qui ont été imprimés par des imprimantes 3D. D'accord? Donc, ça aurait un impact positif sur le commerce. D'accord? Et on pourra aller un peu plus en détail. Et dernièrement, la toute dernière technologie semble être celle de la chaîne de blocs, blockchain en anglais, où là, c'est beaucoup, par exemple, au niveau du financement du commerce, donc au niveau de tout ce qui est les processus douaniers, l'administration douanière, c'est encore aujourd'hui, dans beaucoup de cas, ça se fait avec du papier. D'accord? Donc, la pile de papier qui suit le produit à travers le monde. Et puis, donc, c'est encore très lourd. D'accord? Donc, l'idée, c'est de numériser tout ça en utilisant la chaîne de blocs qui permettrait justement de faire le suivi, qui permettrait à n'importe qui est autorisé d'avoir accès à ces documents, d'accord? Et en même temps, de voir qui a eu accès. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce serait beaucoup plus sécuritaire et justement permettrait une plus grande efficience au niveau de la documentation et après ça, au niveau du financement, au niveau des assurances, même au niveau fiscal potentiellement, d'accord, pour faire le suivi de ces produits. Donc, on peut penser que ces technologies aussi de suivi, de dire où est le produit, d'où il vient, de tout maintenir ça. Par exemple, même les questions de règles d'origine. Dans le cadre des accords de libre-échange, souvent, il faut être capable de démontrer que notre produit satisfait au moins 50% maintenant ou 70% de contenu nord-américain, par exemple, dans le contexte de l'ASEAN avec les États-Unis et le Mexique. Ce n'est pas évident pour les entreprises de savoir quelle partie vient d'où, puis a été fait au Canada, etc., surtout lorsqu'on a des chaînes d'approvisionnement très complexes. Justement, la numérisation, la géolocalisation permet d'automatiser beaucoup ce processus plutôt que d'avoir des personnes payées très cher à essayer de faire ces calculs. Ça peut se faire de manière beaucoup plus rapidement. Et s'il y a des changements au niveau de la chaîne d'approvisionnement, la réaction est aussi beaucoup plus rapide. D'accord? Oui. Peut-être une question, Patrick. Par rapport à dans l'économie numérique en général, il y a cette idée qu'il y a des économies d'échelle très fortes, ce qui favorise l'émergence de grands monopoles. On pense aux GAFAM, à Amazon, à Google.
Est-ce que pour les technologies que tu nous décris là, et donc qui vont sous-tendre le futur des chaînes logistiques, on s'attend aussi à ce qu'il y ait des monopoles qui émergent? Je vais y revenir. C'est une très bonne question. On va parler un peu des impacts, en tout cas ce qui semble émerger, et certainement ce qu'on voit beaucoup justement en termes de B2C, toutes ces ces plateformes, que ce soit les réseaux sociaux ou plateformes de commerce électronique comme Amazon, Shopify, etc. On voit vraiment une concentration très forte. Donc, il y a effectivement un danger similaire. Et ça, je vais y revenir. Donc ici, et vous pouvez voir un peu un exemple, l'idée, c'est de passer vers des plateformes intégrées. D'accord? Plutôt, vous voyez un peu une image avec les autorités portuaires, gouvernementales, etc. Donc, c'est une relation qui est très complexe. Et là, l'idée, c'est d'avoir une plateforme numérique mondiale auquel tout le monde, au lieu d'être tous pris ensemble, ils peuvent faire affaire chacun et l'information y est pour chacun, etc. Et ça rend les choses beaucoup plus direct, simplifié, etc. Donc, Maersk, par exemple, qui travaille, qui a développé avec IBM une plateforme comme celle-là, DP World, qui est une grande entreprise de gestion de port à travers le monde, qui est basée à Dubaï, elle aussi a développé une plateforme numérique. Et le danger, par contre, c'est effectivement, est-ce que ces grands joueurs qui ont les capacités de développer ces plateformes vont arriver à dominer. Parce qu'ils vont dire, regardez, nous, on a une plateforme, ça réduit beaucoup les coûts, c'est beaucoup plus efficient, on est capable de réagir beaucoup plus rapidement. Donc, si jamais il y a des problèmes, des flexibilités, que des plus petites entreprises n'ont pas les moyens d'offrir. D'accord? Et ou de l'autre côté, de dire, si vous voulez participer à notre chaîne d'approvisionnement, vous devez participer à cette plateforme. Et donc, à ce moment-là, c'est une situation où de plus petites entreprises, vous perdez un peu votre pouvoir de négociation potentiellement. L'autre problème, c'est est-ce que chacun va avoir sa plateforme? Donc là, ça veut dire que les entreprises, disons, de transport, de logistique, doivent être capables d'opérer avec toutes ces différentes plateformes, selon les produits qu'ils transportent ou avec qui ils font affaire, etc. Là, ça devient compliqué. Par contre, est-ce qu'on a une plateforme mondiale, une seule? Et là, il y a d'autres risques en termes de si ça fonctionne pas, là, c'est quoi? C'est tout le commerce mondial qui vient de s'arrêter. Donc, il y a des enjeux de ce côté-là auxquels on pourra revenir. Ici, vous pouvez voir justement l'utilisation de la transmission électronique des données. C'est quand même très élevé de la part des gouvernements. Par contre, souvent, c'est plusieurs plateformes. Au Canada, par exemple, je suis allé sur le site de l'Agence des services frontaliers du Canada et il y a 4 plateformes auxquelles les entreprises et les personnes qui font du commerce international au Canada doivent utiliser. Donc, il n'y a pas une simple plateforme qui peut être utilisée pour tout faire. Encore là, ça complique les choses. Alors, on fait voir que justement, ces plateformes uniques sont beaucoup moins utilisées que la transmission elle-même des données. L'impression 3D, vous pouvez voir ici, l'Organisation mondiale du commerce a essayé de voir un peu l'importance, dans quel contexte c'est utilisé, etc. Donc, les ventes en termes d'impression 3D, donc c'est quand même pas insignifiant dans certains domaines comme l'aérospatial, l'automobile, machinerie industrielle, souvent c'est utilisé, pas pour tout fabriquer, mais pour fabriquer des petites pièces, par exemple, ou des trucs qui ne demandent pas une très grande échelle. D'accord? Et souvent, justement, au lieu de commander, d'attendre, peut-être qu'il y a une pénurie, il y a des délais de livraison, etc., les entreprises peuvent utiliser les impressions 3D pour continuer d'opérer ou avoir des pièces de remplacement pour certaines machines. Dans certains cas aussi, ça permet de faire du design spécifique pour certaines commandes à petits lots, alors qu'avant, ce n'était peut-être pas non plus rentable dans ce contexte-là. Alors, la technologie 3D, bien sûr, permet d'améliorer ça. Ce qui est intéressant pour le Canada, c'est l'utilisation de ces technologies. Et si vous regardez le graphique, en fait, au Canada, peu d'entreprises utilisent ces technologies. Vous regardez, l'échange des données informatisées sur Internet, c'est moins de 15%. Services info-nuagés, autour de 40%.
Impression 3D très faible. Logiciel, l'intelligence artificielle, moins de 5%. Donc, les technologies que j'ai mentionnées semblent être celles qui sont importantes pour la numérisation du commerce international. Au Canada, l'intégration ou l'utilisation de ces technologies est très faible. D'accord? Donc, il y a un défi de ce côté-là pour les entreprises au Canada d'adopter ces technologies, de les utiliser et de pouvoir effectivement, ultimement, faire du commerce international. On pourrait même dire faire du commerce à l'intérieur du Canada. Donc, ça, c'est un enjeu au niveau canadien et j'oserais croire que c'est probablement ce portrait-là est semblable dans plusieurs pays, notamment là où les économies sont dominées par des PME. Bon, l'OMC a essayé de voir justement en termes de baisse des coûts reliés à la numérisation et effectivement, ils ont découvert, ce qui n'est peut-être pas surprenant, que en général, il y a une baisse des coûts de transaction associés justement au commerce international et l'utilisation des technologies de l'information et des communications. Donc, autres avantages économiques, oui. Avant de passer sur les avantages, on parlait de ce changement de technologie. On pense à la containerisation, par exemple, du commerce international il y a une dizaine d'années. Ça a eu des effets forts sur l'emploi dans les ports, dans les docks, etc. Est-ce que là, on s'attend à on a des idées sur les effets sur l'emploi que vont avoir l'adoption de ces technologies? Comme ces technologies-là sont en train d'être adoptées, jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment d'études qui démontrent, d'après ce que j'ai vu, là, même si je n'ai pas fait une analyse exhaustive, qui démontre qu'un impact important, soit positif ou négatif, sur l'emploi. Dans certains cas, oui, potentiellement, il y aurait une réduction des emplois. Si on parle, par exemple, de la robotisation des ports, par exemple. C'est de plus en plus, ou des camions de livraison. On sait qu'il y a plusieurs entreprises qui cherchent, avec la numérisation, l'intelligence artificielle, à faire des véhicules qui se déplacent sans conducteur. Bon, alors dans ces contextes-là, oui. Mais dans d'autres cas, si on pourrait penser que peut-être justement avec l'impression 3D, je veux dire, il faut que quelqu'un les opère, ces machines, si ça amène plus de commerce, plus d'opérations. Ensuite, il y a toute la question de la cybersécurité, par exemple. Donc, peut-être que oui, moins d'emplois, disons, manuels, mais potentiellement plus d'emplois au niveau de la programmation, au niveau de l'informatique, au niveau de la cybersécurité, au niveau de la protection des données, de la vie privée, etc. Donc, tous ces gens qui travaillent, ou l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose, on fait pas juste mettre des données, puis on espère que ça marche. Il y a des gens derrière qui doivent s'assurer d'une qualité, puis que, on met les bonnes données, que les résultats fonctionnent, des tests, etc. Donc, tout ça veut dire aussi une création d'emplois. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment d'études qui disent, oui, regardez, mais on peut présumer qu'effectivement, encore là, comme on l'a déjà vu, les travailleurs plus manuels, disons, avec la robotisation notamment, ou ceux qui poussent du papier, comme on dit, ces gens-là risquent effectivement, à travers le temps, de perdre leur emploi. Ou dans certains cas, peut-être qu'on sait que dans des pays en développement, il y a des gens qui travaillent pour offrir des services, justement, grâce aux technologies numériques. On sait que dans les avocats, les contrats, etc., de plus en plus, c'est des trucs qui sont soit générés automatiquement avec l'intelligence artificielle, ou c'est des gens qui sont en Inde ou en Afrique qui produisent les contrats de base, d'une certaine manière, plutôt que ce soit des avocats ici. Bon, alors là, oui, il y a des gens qui perdent leur emploi ici d'une certaine manière, mais on crée des emplois ailleurs. D'accord? Donc, c'est pas une réponse auquel c'est clair, disons, de ce côté-là. Autres avantages que la réduction des coûts du commerce. Bien sûr, il y a la diversification de la portée de la couverture géographique. D'une certaine manière, si c'est numérisé, si c'est standardisé, ça veut dire que pour les entreprises, potentiellement, c'est plus facile de faire du commerce international, d'aller à l'étranger, surtout s'ils font affaire plutôt avec une plateforme, plutôt que de dire, là, je m'en vais, je ne sais pas trop, en Thaïlande. Donc là, il faut que je me trouve des gens en Thaïlande qui vont être capables de faire le travail, etc. C'est compliqué. Non, je n'irai pas. Maintenant, si justement, je peux aller en ligne, puis je veux acheter ou je veux vendre un produit, et tout se fait, disons, de manière intégrée,
Ben, c'est beaucoup plus facile. Hein. C'est comme dire aujourd'hui, hein, vous allez sur Amazon et vous commandez un livre ou je ne sais pas trop quoi, et dans le fond, vous vous foutez d'où ça vient. Vous le commandez, puis c'est le problème d'Amazon de le livrer chez vous, par exemple. Alors, et de faire, bien sûr, toutes les procédures administratives, douanières, etc., qui doivent se faire. Donc, réduction de l'importance des frontières géographiques, linguistiques, réglementaires, facilitation de la recherche de produits et services, justement grâce au numérique, même instauration des mécanismes de vérification de la qualité, de la notoriété, justement avec les nouvelles technologies où on peut suivre les produits à travers les différentes parties de la chaîne. Avec les capteurs maintenant, on peut même voir est-ce que la bonne qualité, elle est là, etc. Et ultimement, bon, simplification des transactions. Et aussi, il y en a même qui disent que ça augmenterait l'efficacité des engagements en termes environnement, social, gouvernance, hein, ESG, hein, tout le monde en parle, au niveau des chaînes d'approvisionnement, parce que ça permettrait de voir, OK, qui produit quoi, dans quel contexte, de faire le suivi. Est-ce que, bon, on utilise, dans le fond, si on utilise toute une série de fournisseurs, souvent, on ne connaît pas les deuxième, les troisième, quatrième niveaux de fournisseurs. Ben, avec ces technologies, on pourrait, hein, une entreprise pourrait beaucoup mieux savoir d'où viennent les différentes parties, les différents intrants dans sa production. Et donc, d'être capable d'évaluer, OK, qui a produit quoi, dans quel pays, est-ce qu'il y a des sanctions qui s'appliquent ou pas, est-ce qu'ils utilisent potentiellement de la main-d'œuvre des enfants, par exemple, etc., en bas âge. Bon, tout ce genre de choses-là, et donc de permettre des outils de manière beaucoup plus facile. Donc, juste pour terminer, parce que je n'ai plus de temps, les enjeux de la numérisation, ben, il y a toute la question de la vulnérabilité, hein, en termes de résilience des chaînes d'approvisionnement. Et là, est-ce que ça augmente ou diminue? On pourrait dire les deux. C'est pour ça que j'ai mis plus ou moins. Dans certains cas, effectivement, ça peut permettre plus de flexibilité. Dans d'autres cas, par contre, hein, justement, si on arrive avec quelques plateformes uniques, ben là, est-ce que si une plateforme, pour des raisons de réseau informatique, par exemple, ne fonctionne plus, là, tout s'arrête? Ou, bon, est-ce que, bon, si on utilise l'intelligence artificielle, encore là, est-ce que les algorithmes sont bien testés? Est-ce que les prévisions qu'elles vont faire, etc., les analyses représentent bien la réalité d'une certaine manière? Est-ce qu'on utilise les bons paramètres? Est-ce qu'on utilise les bonnes données? Donc, il y a des questions de ce côté-là. Bon, encore là, la chaîne de blocs, on nous dit « Ah, c'est super sécuritaire ». Ben, on nous disait la même chose pour les crypto-monnaies. Puis pourtant, bon, c'est pas nécessairement la chaîne de blocs qui est en faute dans ces cas-là, c'est toute l'infrastructure autour. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça va être différent? D'accord? Donc, encore là, il y a beaucoup de questions au niveau de la vulnérabilité des chaînes et de ces technologies, l'interopérabilité des plateformes et de tout ça. Hein? Si chaque plateforme est différente et ne peut pas se parler, est-ce qu'on a vraiment réglé quelque chose? Donc, ça peut augmenter, ça peut représenter des coûts importants pour les entreprises. Toute la question du transfert des données. Hein, on sait que les pays de plus en plus s'intéressent à protéger les données, hein, que ce soit des données personnelles, mais dans certains cas aussi des données d'affaires. Et là, est-ce que les entreprises, jusqu'à quel point elles vont accepter que certaines de leurs données soient disponibles ou potentiellement disponibles ou accessibles à des concurrents? Si c'est une plateforme globale, est-ce que là, ils vont être capables d'utiliser mes données? Est-ce que mes données sont sécurisées amplement, etc.? Donc, il y a des enjeux de cette manière-là. La cybersécurité, la même chose. Hein? Est-ce que toutes ces plateformes, justement, ont les meilleurs mécanismes de cybersécurité en place? Ou au contraire, il peut y avoir des fuites? Et là, bien sûr, des rançons. Est-ce que quelqu'un pourrait bloquer, justement, mettre de la mésinformation pour faire en sorte que la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise arrête de fonctionner ou soit bifurquée ou qu'il y ait un produit qui soit mal produit? Je ne sais pas. Alors, il y a toute cette question. L'interopérabilité des régimes réglementaires. Donc, ça, c'est un enjeu sur lequel je travaille énormément parce que jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Alors, donc, encore là, pour les entreprises, c'est un enjeu majeur s'il faut faire face à de la réglementation différente. Et il y a toute la question de la reconnaissance légale des documents. Hein? Au niveau national, ça peut fonctionner dans certains pays, mais dans la plupart des pays, ce n'est pas encore fait. Hein? Par exemple, le Royaume-Uni est en train de le faire en ce moment.
pour des fins du commerce international. Je n'ai pas regardé où est le Canada, mais ce sont des enjeux pour dire, oui, on reconnaît qu'on n'a pas besoin, on peut utiliser simplement une version numérique. D'accord? Et là, les questions de gouvernance, on pourra en reparler. Il y a justement des travaux qui sont faits, les accords numériques, etc. Et justement pour la numérisation, les normes au niveau de la technologie numérique pour les documents. Alors, de plus en plus d'accords commerciaux s'adressent à la technologie numérique, vous le voyez. En conclusion, les technologies sont là. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Tranquillement, on les voit s'installer, être adoptées. Elles semblent jusqu'à maintenant permettre l'augmentation de la productivité des entreprises, l'étendue du commerce et faciliter d'autres engagements stratégiques. Par contre, la gouvernance au niveau national et international demeure un enjeu majeur. Donc, ça, c'est potentiellement un obstacle au commerce international. Merci.